quand je suis sorti de BeIN, c'est là que je me sens bien. Je m'attachais toujours, tu sais Colin, à répondre à tout, je dis bien à tous les courriers négatifs. Ouais. Tu vois, j'en recevais pas non plus énorme, Ouais, mais j'en ouais. recevais, ça fait partie du jeu. Si je dis pas de bêtises, il y a un petit amour pour le Real Madrid. De chercher le Tu vas cross. voir, tu vas voir. Les Beckham, Zizou, Raoul, Ronaldo, Figo, Roberto Carlos. J'ai le blason qu'avait donc reçu Jean-Michel Aulas de ce match. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Tu vois. Ah ouais, merci pour l'anecdote. C'est du tac au tac, mais c'est très précis et c'est parfait. Parfait. J'étais ces dernières heures encore à Toulouse, dans Mhm. un stade fabuleux, une ambiance fabuleuse. Quelle énergie! Je ne suis pas un fanatique de football. Je suis un fanatique de ce qui réunit les gens. Salut tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode de Call Interview avec Alexandre Ruiz. Et comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner parce que j'ai besoin de vous pour pousser le projet au maximum. Sinon, pas d'invité exceptionnel comme Alexandre aujourd'hui. C'est parti. Alexandre Ruiz, je vais le dire à tout le monde, je vais le dire aux suiveurs un petit peu à la communauté Call Interview. J'ai un peu d'émotion à te recevoir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de dynamisme dans le début. Je vais la refaire de manière un peu plus adaptée, mais il y a de l'émotion aujourd'hui. Alexandre Ruiz qui me rend visite dans Call Interview. Comment tu vas? C'est à moi que ça fait plaisir également. Tu sais, moi, tout quand on partage une passion, qu'on a des moments pour la cultiver, moi, ça me fait plaisir. C'est ça pour moi ce qu'est un lien et du lien social. Donc, très heureux d'être à tes côtés aujourd'hui. Ah, c'est gentil, super. On va parler un petit peu de ton actualité parce que je trouve que c'est important un petit peu de remettre les choses dans leur contexte. Et on va commencer par ce qui t'arrive en ce moment. On te retrouve après un petit moment d'absence des suiveurs très réguliers de la Ligue 1 notamment. On te retrouve chez un diffuseur officiel de la Ligue 1 avec Free Ligue 1. Qu'est-ce que ça fait de retrouver, entre guillemets, ce que j'appelle ta place, moi? Alors, il y a un peu de confusion pour moi dans ce message, parce que auparavant, avec la casquette beIN Sport, j'ai foulé les pelouses de Ligue 1, j'ai animé pas mal d'émissions sur le championnat de France, que ce soit de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est ensuite un choix qui a été porté d'aller sur l'international, Mhm. avec les Ligues des Champions, les Ligues Europa et les championnats qui étaient à ce moment-là dans le portefeuille de droit de beIN Sport. La Ligue 1 est partie vers d'autres diffuseurs. Donc, du coup, moi, de fait, à BeIN, je n'avais pas ou plus à côtoyer ces terrains-là. Et puis, quand j'ai pris la décision de quitter beIN Sport et que je me suis lancé dans le digital, sans du coup avoir de réels moments d'arrêt, si les gens considèrent que c'est un moment d'arrêt de ne plus être sur une exposition, sur une chaîne hertzienne ou une grosse chaîne nationale, ce n'est pas ma vision. Moi, j'ai choisi une autre orientation. Et aujourd'hui, cette autre orientation m'a permis de rencontrer un nouveau partenaire, en l'occurrence, effectivement, Free Ligue 1, qui est un diffuseur officiel du championnat, et de faire communion entre cette nouvelle énergie et un partenaire de diffusion officiel, et du coup, de retrouver la Ligue 1. C'est une joie, tu sais, parce que la France est un pays de clochers. J'aime ça. J'aime Mhm. ça parce que la France est un pays où les gens sont très attachés à leur place du village, à leur clocher, à leur maillot et à leur club. Et c'est le cas en Europe, bien évidemment, mais en France, il y a un parfum particulier. Et dès que les premières journées sont arrivées, tu vois, on vient de passer la 5e journée, j'étais ces dernières heures encore à Toulouse, dans Mhm. un stade fabuleux, une ambiance fabuleuse. Quelle énergie! Quelle énergie! Ça te gonfle d'énergie pour être sûr que tu es au bon endroit. Mhm. Mhm. Bon, écoute, tu as bien résumé les choses. Tu as raison de préciser que c'est pas parce qu'on t'a pas retrouvé sur une grande chaîne nationale ou une grande chaîne habituelle où on pouvait te retrouver avant que tu n'as rien fait. Je suis bien placé pour le savoir. Le fait d'être sur les réseaux sociaux notamment, c'est pas rien faire, c'est beaucoup de boulot. Mais c'est vrai que je suis content, moi personnellement en tout cas, je suis content de te retrouver dans ce cadre-là parce que je trouve que tu fais partie du paysage du foot français notamment, en tout cas des passionnés du foot en France. Et ça me fait plaisir de te retrouver sur un diffuseur officiel de la Ligue 1. Avec ce nouveau projet, tu vas me dire si c'est ça qui t'a séduit ou pas, mais ce projet-là, on sent que l'abonné, la communauté qui suit Free notamment et le foot, est mise au centre du projet. C'est-à-dire qu'il y a un échange permanent, il y a vraiment l'avis des suiveurs du foot. Est-ce que ça fait partie des raisons qui t'ont séduit un petit peu, qui t'ont poussé à aller vers ce diffuseur-là et cette aventure-là? C'est un vrai mariage.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand mes dernières années à Bein, la direction de Bein Sport et notamment la direction digitale avait décidé de me mettre dans le team CM, donc Community Manager. C'est-à-dire que j'avais donc un accès illimité sur la production de contenu pour les plateformes digitales de Bein. J'en étais moi-même le contrôleur, l'éditeur et le contrôleur. C'est-à-dire que j'étais garant de l'image aussi de la chaîne que je portais. Et ça veut dire que quand je partais sur mes soirées de Ligue des Champions et autres, j'avais décidé, c'est ce qui avait un poil séduit aussi à ce moment-là l'entité, de faire vivre l'aventure et le diurne depuis le petit café du matin à la maison. Ouais. Le voyage, le déjeuner, on se drape, on retrouve les consultants. Et c'était de l'immersion, parce que pour moi, le sport a une partie d'entertainment. Et l'entertainment, c'est de faire vivre aussi ce qu'on partage et ce qu'on reçoit comme émotion. C'est pour ça que lorsque la Ligue des Champions m'avait été confiée à Bein, j'avais absolument demandé à ce que notre antenne soit prise avant que les stades ouvrent, pour que l'abonné Bein se dise « Moi, abonné Bein, grâce à ce que je regarde, je suis déjà dans le stade avant même que le gars qui a payé sa place il puisse entrer. » Et c'était une diff. Et du coup, je me suis dit, pour prolonger ça, je vais faire vivre aussi l'avant et l'après et l'autour via le produit digital. Et en fait, quand je suis sorti de Bein, je me suis dit, c'est là que je me sens bien, parce que je me sens près des gens. Les gens sont près de moi. Le sans filtre total. Tu es là même, Colin, dans mon petit bureau, à la maison. Je peux pas te faire mieux que le sans filtre que là actuellement. Tu vois l'écran sur lequel je produis mes revues de presse. Tu vois ma petite lumière qui est derrière, mon trépied où je pose mon téléphone caméra. C'est artisanal, mais voilà, c'est de la proximité. Ça fait partie un peu de la magie de cette émission, parce qu'on est pris dans des échanges tellement naturels que ça bouleverse complètement la préparation que j'ai faite pour te recevoir et lors de mon interview. Mais c'est pas grave. Vaut mieux privilégier le naturel parce que c'est tout à fait à propos. J'aimerais parler de ton image parce que justement, là, cet échange, cette espèce d'authenticité et simplicité que tu mets en avant, ben moi, je la ressens. Je suis né avec Canal+, donc quand je t'ai découvert, moi, c'était au niveau de Jour de foot. Et j'ai tout de suite senti ça. J'ai tout de suite senti cette sympathie autour de toi, même quand tu débutais dans l'émission. J'ai tout de suite senti une bienveillance. Et j'ai senti qu'elle était réciproque. C'est-à-dire que l'authenticité et le côté chaleureux que tu donnais aux gens, j'ai senti qu'il t'était renvoyé. Est-ce que c'était une simple impression de ma part qui était depuis mon canapé, ou est-ce que toi, tu l'as vraiment ressenti ça? Tu as parfaitement décrit l'un des pans essentiels qui me fait aimer ce métier. Porter ce métier, pour moi, c'est me dire tous les soirs, je m'accomplis. Et c'est ce qui fait que, parfois, quand j'ai senti que cet accomplissement n'était plus là, j'ai changé de club, changé de voie. C'est ça la vie. Vous pouvez être titulaire au Real Madrid et puis tout d'un coup être... vous ne savez pas s'y aller chercher encore quelque chose et puis vous vous remettez en question, vous sortez de la zone de confort. Je vais te faire un parallèle un peu grossier, pardon, mais et je retire tout ce qui est émolument, et ça je peux le faire facilement parce que j'étais dans une situation très confortable à Bein, mais le cas par exemple de Casemiro au Real Madrid, qui gagne 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid, et puis tout d'un coup, il sort de sa zone de confort, il va se relancer sur quelque chose. Et j'avais envie de vivre pleinement, je dis bien pleinement, l'énergie populaire et la proximité. Ce que tu évoques là, quand j'ai démarré à Canal, ça date maintenant, et merci de me rappeler à ces bons souvenirs. J'y suis rentré en fin 98, pour tout te dire, et je suis à Jour de foot, effectivement, en 2006. Émission extraordinaire. Alors, la grand-messe du football français, je me disais, j'ai même pas 30 piges, je suis là à faire ça. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Et je prenais un souffle énorme. J'étais trop vert, peut-être, et il aurait fallu encore améliorer ça. Mais bon, en tout cas, c'était le cas. Mais je recevais encore, alors, parce que c'était encore le modus, des courriers. Okay, des courriers. Et je m'attachais toujours, tu sais, Colin, à répondre à tout, je dis bien à tous les courriers négatifs.
Je touche Ouais. du bois, j'en recevais pas non plus énorme. Mais Ouais. j'en recevais, ça fait partie du jeu. Nous ne sommes pas des robots, donc on segmente dans la vie, dans la perception des gens. Et donc, ce qui était intéressant là, c'est que quand je répondais au courrier, l'avantage, c'est que je le faisais souvent par téléphone, parce que c'était souvent des abonnés, donc Canal, qui laissaient leurs coordonnées. J'appelais le service des abonnés, je prenais les coordonnées et j'appelais l'intéressé. Et quand j'appelais l'intéressé, que l'intéressé se disait ah, c'est Alex qui m'appelle, ben, même si le gars était sur un avis négatif, rien que ça, cette Mhm. considération, et qui n'était pas usurpée, parce que je prenais de mon temps de vie pour le faire, parce que ça m'intéressait de savoir, et ben, même si à la fin de l'échange, il restait sur sa position, Ouais. au moins on s'était compris, on s'était entendu. Et ça, je pense que c'est d'une richesse absolue. Et Mhm. ça, c'est ce qui fait partie de mon accomplissement et que je retrouve aujourd'hui. Ça, c'était en 2006, il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, quand je vais sur des bords pelouse, aujourd'hui avec Free Ligue 1 et le Ruiz Club, je me retrouve avec des gens qui viennent me happer parce qu'on est en totale proximité. Ok, on est au milieu des gens, assis au milieu des gens. Mhm. Et il y en a un qui va me dire Alex, ce que tu as fait là, j'ai pas aimé. Ok, ben on en discute et tu peux même en discuter avec moi en direct sur l'émission. C'est pas un souci. Tant qu'on ne se bouscule pas, tant qu'on n'est pas violent, que ce soit de façon physique ou verbale, on est là pour se parler. C'est la force de la France. C'est un pays de pluralisme. Donc si on ne va pas souligner cette richesse sur aujourd'hui, ce qui fait que les gens sont liés, donc la toile sociale, je pense qu'on est à côté de la plaque. Ouais. J'ai un sujet qui t'est très cher et qui m'a beaucoup touché moi personnellement. Je vais t'expliquer pourquoi, mais tu as accepté, quand tu parles d'authenticité, de partager sur les raisons qui t'ont fait arrêter Beansport notamment. En dehors du projet que tu voulais mener à côté, tu avais parlé de la condition de ton papa, touché par la maladie d'Alzheimer. Tu m'arrêtes si tu ne veux pas en parler, je comprendrai parfaitement et on passe à autre chose. Je ne vais pas rentrer trop loin dans le sujet. Ce que je veux savoir simplement par rapport à ton évolution à toi, c'est tu as dit que tu voulais consacrer un peu plus de temps à ta famille, à tes proches. Est-ce que tu as pu le faire? Est-ce que tu as pu passer ce temps de qualité avec tes proches? Par rapport à la maladie de mon père, j'ai aucun souci à en parler parce que c'est une volonté première d'en parler, et notamment pour ceux qui les accompagnent. Et j'ai une énorme pensée pour ma mère, qui est pour moi une reine sur ce sujet-là. Mon père a été touché très très tôt par cette maladie. Hmm. Il est toujours en vie aujourd'hui. Il avait choisi de suivre 2 protocoles de soins qui ont dû, non pas bien évidemment, parce qu'il en aurait été du coup l'un des sujets qui aurait permis de trouver la formule magique. Mais je suis sûr que ces deux protocoles de soins ont ralenti le process de sa maladie, qui fait aujourd'hui qu'il est toujours en vie. C'est une maladie qui s'est déclenchée chez lui à 58 ans. Ça fait 16 ans maintenant qu'il est sujet. C'est très long comme espérance de vie dans cette maladie-là. Mon père ne reconnaît plus les siens, et dans des phases compliquées, certes, mais il est toujours en vie. Et l'amour que je lui porte et qu'il me porte, il est là. C'est une fabrique. Et quand j'évoquais ce choix de départ, c'est que confronté parfois à des phases quotidiennes à la maladie de mon père, et étant moi dans des âges où je m'interroge sur ma vie, c'est normal, il y a des moments de bascule dans la vie, on s'interroge sur ce qu'on fait, sur le sens éthique de ce qu'on fait, si on est sur le bon chemin, si on rend les bonnes choses. J'aurais aimé discuter avec lui de ça. Hmm. Non que je ne puisse pas le faire avec ma mère, et je le fais avec ma mère, mais avoir différentes résonances. Mon Ouais. père a toujours été très emprunt à la philosophie, à l'éthique, et le petit livre que j'ai présenté dans la vidéo de départ de Beansport que j'ai produit était vraiment un livre qui est là, juste derrière moi, qui est un livre très marquant pour moi et qui m'a fait aussi accélérer ce process de retrouver les miens, retrouver les autres, d'une nouvelle communion sociale, familiale, et de l'alimenter au maximum. D'accord. Avant de terminer un peu sur ta personnalité, sur ta vie que tu partages régulièrement, si je dis pas de bêtises, il y a un petit amour pour le Real Madrid. Attends, j'essaie de chercher le Tu vas cross. voir, tu vas voir. Il y a un petit amour pour le Real Madrid. Tu vas voir où je t'emmène. Il y a du coup, si en général, quand on choisit entre Real Madrid et Barcelone, quand on dit ouvertement qu'on est fan du Real Madrid, on s'entraîne un petit peu les foudres du côté adverse. Il y a une présence sur les écrans qui est très régulière, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit aujourd'hui avec le retour sur Free. Euh,
comment tu fais pour jamais, si ce n'est très peu, te retrouver en tendance Twitter, par exemple, avec une foule de critiques, d'insultes, peu importe, de messages en tout genre, comme on peut voir des habitués comme Daniel Riolo, comme Stéphane Guy et j'en passe, qui sont régulièrement dans ce genre de rapport un petit peu avec l'audience, même si c'est un tout autre type d'exercice que le tien. Mais quand même, tu es une personnalité. Donc, on est souvent amené à se retrouver dans ce genre d'échange avec l'audience. C'est quoi ton secret pour ne jamais y être, s'il y en a un? Je crois, tu sais, Colin, que… Alors déjà, tu l'auras noté, souvent les gens, quand je commente un match, ou je commentais, ou je commente un match, il suffit que l'équipe en question, Fagnon, donc soit le Real Madrid, soit le Barça, euh, perde. Et du coup, de façon inconsciente, on va te taxer d'être pro-Barça ou pro-Real. Et moi, c'est marrant, mais on m'a donné les deux. Ça veut dire qu'in fine, ma façon de rendre l'information et de la et de commenter ne traduisait pas une ferveur vers l'un ou l'autre. Et donc que je respecte ma mission première de garder le maximum de, de non-parti pris. D'accord. C'est dans la mission du journaliste. Et pour le parallèle que tu fais avec Daniel ou Stéphane, aujourd'hui, leurs profils sont des profils beaucoup d'opinion. Mhm. Moi, j'ai choisi de ne pas être un profil trop d'opinion. Je suis mon métier de journaliste pour rendre l'information. Quand je fais la revue de presse le matin, je fais juste état de ce que rapportent mes confrères étrangers sur un fait que nous avons tous vu et que l'on a partagé. Okay. Je rends un avis. Je ne donne pas ou peu le mien. Je pense que c'est ça, c'est cette prise d'opinion qui fait que derrière, on a des saillies positives ou négatives. Ce n'est pas que je m'en cache, pas du tout. C'est que ce n'est pas mon choix. Mon choix, là où moi je m'accomplis, c'est de faire, voilà, c'est de faire ça. C'est de rendre l'info comme telle et de le faire autour d'un paquet cadeau avec un côté entertainment. La façon de me mouvoir, de verbaliser, la profondeur de voix, ce qui fait qu'on va se dire bah, j'aime ou j'aime pas Alexandre Ruiz dans ce qu'il est pour rendre l'information. Mais très rarement, je, je prends j'ai une opinion. En tout cas, très rarement, je la rends. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait que on est en mode TT en positif ou en négatif sur les RS. Donc, je trouve que c'est courageux, c'est audacieux d'avoir ce type de choix. Non pas que le mien ne soit, je pense, moins ou plus audacieux, mais ce n'est pas celui que j'ai choisi d'emprunter. D'accord. Tu as toujours profité des affiches de foot pour apporter une info de culture supplémentaire à ton audience. Elle vient d'où cette envie-là? Parce que beaucoup se contentent aujourd'hui, on le voit dans le métier, de parler de foot, être calé à 100% sur le foot, les stats, tout ça, mais ils apportent que ça. Avec cette envie presque, parfois à cause du public et des critiques, de montrer qu'on est calé sur le sujet. Toi, des fois, tu vas aller moins loin que certains sur cette approche purement foot, mais par contre, à côté, tu vas apporter un bagage culturel, tu vas apporter une information que le fan de foot peut complètement ignorer parce qu'il ne s'est pas intéressé à ça. À quel moment, toi, tu t'es dit que ça, c'était important? Je te remercie de cette question qui est pour moi capitale depuis le démarrage de notre échange par rapport à mon rapport à ce métier. Je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas un fanatique de football. Je suis un fanatique de ce qui réunit les gens. Okay. Nous sommes une espèce qui est faite pour vivre ensemble. Okay. On est fait pour vivre ensemble et on cherche des rapports pour vivre ensemble. Et aujourd'hui, pour exemple, c'est que la toile sociale, la toile digitale, elle est initialement faite pour ça. Il y a des dérives qui font qu'on n'est plus là-dedans, mais elle est initialement faite pour ça. Quand je suis allé vers le sport, je me suis dit, c'est fou. Dans un stade, et ça je le dis souvent, dans un stade,
un chef d'entreprise du CAC 40 va être assis à côté d'un chômeur. Ils vont acheter le même sandwich, ils vont boire la même boisson, ils vont être tournés dans le même sens, regarder le même spectacle et interagir sur la même chose. OK ? Donc, ce spectacle qu'ils regardent, là, devant eux, c'est marrant parce que ce vecteur, il transcrit à la fois les bienfaits comme les maux de la société, MAUX, les problèmes de racisme, de différences économiques, de talents individuels, de force collective. Okay, ce genre de grands défis humains, on les retrouve dans le foot. C'est mis en relief encore davantage quand on se retrouve dans des compétitions internationales. Quand tu te retrouves dans une Coupe du Monde où tu as affaire à un match entre la Russie et la Croatie, sur le sens géopolitique, il se passe quelque chose. Ma mission, en tout cas, je pense que je dois le faire, c'est d'expliquer de façon la plus pédagogique, sans être un prof d'histoire, je ne le serai jamais, mais d'essayer de faire que la personne qui va me regarder, les personnes qui vont me regarder, vont toutes, je dis bien toutes, trouver tout d'un coup une accroche qui va les intéresser et faire qu'ils vont parler ensemble. Quand on évoque pourquoi le maillot de la Croatie est à damier rouge et blanc, et qu'on essaie de le rendre de façon pédagogique à un petit garçon, une petite fille de 9 ans qui regarde sa téloche, eh ben son grand-père, sa grand-mère à côté va dire « Ouais, tu sais ça, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. » Si je passe mon heure et demie d'avant-match à parler de pourcentage de possession, de data autour de tel ou tel joueur, il y a bien assez de gens qui le font. Bien assez. Bien assez. Moi, j'ai choisi d'aller sur autre chose et qui moi-même m'intéresse. Moi-même m'intéresse. Regarde, je te montre. Et ce n'est pas usurpé. Hein. Regarde, à portée de main, hein. Je tourne comme ça. Je prends ça. C'est un bouquin que j'ai avec moi là. Tu vois ce bouquin? Ouais. Bravo. Qu'est-ce que je fais? J'ai un match de Coupe du Monde. Ouais. OK? Un des plus connus, ouais. OK. Qui est pour moi l'un des 2 favoris de la Coupe du Monde. Ouais. Est-ce que les gens savent ce qu'est la signification de ce drapeau? Que signifie la couleur verte? Que signifie le losange jaune? Que signifie la voûte céleste avec marqué ordre et progrès? Eh bien, si pendant 2 minutes, Colin, je ne te dis pas de faire un exposé de 30 minutes, mais si pendant 2 minutes, avant l'hymne, on rappelle ce qu'est ce drapeau, quelle est la connotation de ce drapeau, eh bien, je suis sûr que la petite fille qui nous aura écouté, qui aura partagé ça avec sa mère, tout d'un coup passera dans la rue, verra le drapeau brésilien, elle va se dire « Ah bah oui, ça !» Et c'est ça l'intérêt, je crois. Enfin, en tout cas, je me mets à cette place-là, je me dis que je kifferais qu'on me dise ça. Et pour moi, ça porte un intérêt. Donc, je me dis que le foot est un vecteur incroyable de la société et qu'on n'a pas le droit de ne pas s'en servir pour donner du relief aux choses positives, dénoncer les choses négatives, comme je le disais tout à l'heure, la violence, le racisme et compagnie, mais aussi aller chercher d'autres choses, des notions historiques, philosophiques, qu'on peut retrouver. J'ai fait mon travail avant de te recevoir, forcément. Je le vois. Un petit Je le peu. vois et je t'en remercie. C'est la moindre des choses. Et j'ai eu pas mal d'interviews de toi et j'ai senti, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai senti un amour et une sorte, du coup, un amour pour le foot d'avant qui entraîne une sorte de nostalgie un petit peu sur un foot moins axé sur l'argent, un peu plus simple, je dirais, un peu plus simple. Est-ce que ce ressenti de ma part, il est correct? Et de deux, qu'est-ce qui te manque dans le foot d'avant, s'il y a quelque chose qui te manque? La proximité, ça rejoint tout ce dont on parle depuis le début, Colin. Tu as pris en référent ces moments d'interview, qui pour moi sont des moments très importants dans ma carrière. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et quand Free Ligue 1 est venu me dire « Alex, on va faire un truc entre le Ruiz Club et Free Ligue 1 », et paf, on va matcher ensemble. Et ils me disent, dans notre cahier des charges, en plus de faire les matchs le week-end et de faire ce grand live de 4 heures tous les week-ends, dans la semaine, tu as une interview qui est pour nous obligatoire dans notre cahier des charges avec la Ligue. J'ai dit génial. Je me suis dit génial. On va pouvoir raconter des histoires, non pas sur le footeux, mais sur l'homme. Et en fait, voilà pourquoi, quand je fais ces interviews,
je me mets côte à côte. Ok, pas face à face. Je me mets côte à côte. On regarde ensemble dans la même direction et on se parle comme ça, comme deux potes qui sont assis sur la place du village et si on laisse taper un petit fanta tranquille sur la place, on regarde les choses qui se passent, la vie, puis on discute. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est cette discussion et avoir préparé en bagage des histoires sur l'intéressé, de sa vie, de ce qu'il a amené au foot, ce que faisaient ses parents, comment il était quand il était petit, des choses comme ça qui vont faire que tout d'un coup, il y a un cheminement qui va se créer, que la discussion va nous envelopper, va faire que, alors que c'est en close-up entre nous, finalement, peu à peu, elle va s'ouvrir, les gens vont entrer et vont se dire, tiens, ce personnage m'intéresse. Là, je suis sorti la semaine dernière d'un entretien avec Philippe Montagnier, qui est un copain de longue date, qui est peut-être empreint de ce football un peu d'avant que tu évoques et de proximité. J'ai fait un entretien de 25 minutes. Quand on a fait le montage, on a fait 24 minutes. Voilà. Parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait rien enlever. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on ne va pas se dire, non, il faut faire un produit de 6 minutes pour la consommation sur… non, non. Si on estime que les 24 minutes sont nécessaires pour comprendre un peu plus la personne qui est là, eh bien, il faut les faire. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et elle est disponible d'ailleurs en ce moment même sur les réseaux sociaux. Et je vous conseille de la regarder parce qu'on apprend beaucoup sur cet homme. Le petit Ruben Blanco que je suis allé voir la semaine dernière à Marseille, le second gardien de l'Olympique de Marseille, qui va aller chercher… eh ben, j'ai trouvé une histoire sur lui qui est géniale. C'est un mec qui est sorti à 17 piges dans un stade en folie du Celta Vigo, sur les épaules, comme un torero. À 17 ans, il a été le héros d'un match. Ça a été la bascule de sa vie. Ce moment-là, il fallait qu'il me le raconte. Et il me l'a raconté. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que ça m'enrichit. Et j'espère que ça rapproche les gens qui aiment le foot de ceux qui le pratiquent, au-delà des datas et au-delà des salaires et au-delà des mercatos, qui sont une réalité. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien ou pas bien, pas du tout. Mais je dis qu'il y a aussi d'autres choses. On va se rapprocher un peu des terrains. Parce que voilà, tu es quand même un fan de foot. Pas fanatique, mais tu es un fan de foot. Parle-moi un petit peu du foot que tu aimes. Est-ce que on entend plein de notions aujourd'hui, on entend foot de transition, on entend possession, on entend tiki-taka, on entend tout aujourd'hui. Mais le foot qu'Alexandre Ruiz apprécie, c'est quoi? Au-delà de ce que fait le Real Madrid. Non, t'inquiète pas, parce que bien des fois, quand le Barça a tapé Madrid en jouant comme j'ai eu la chance de le voir avec la grande épopée catalane de Messi, quel plaisir, quel kiff. Voilà, je crois que je t'ai résumé tout en un mot, quel kiff. C'est-à-dire que c'est un spectacle mince. On a bien des choses assez noires dans la vie pour se dire ensuite qu'on va aller avec sa famille, avec ses schtroumpfs, avec sa mère, avec son père, avec son grand-père, sa grand-mère, les copains, au stade pour aller se taper un moment où il faut kiffer, quoi. Il faut les prendre. Il faut que ça… Il faut qu'on s'amuse et il faut que se libérer et que ce soit un spectacle. Donc moi, au-delà de toutes les notions que tu as évoquées, moi je veux juste que ce soit une notion de spectacle et que j'ai pris un kiff comme quand je vais à l'opéra, au concert, au Cinoche. Et voilà, il faut que je sois dans ces choses-là. Il faut que ça me fasse du bien. Il faut que ça me fasse du bien. Ça veut dire que tu peux prendre tout autant de plaisir, toi personnellement, hein, à regarder un match de Liverpool qu'à regarder un match du FC Barcelone des grandes époques, de la grande époque, que un collectif un peu plus centré sur les individualités comme le PSG. Toi, à partir du moment où tu es diverti, ça te va. Oui. Et je vais te dire que pour moi, c'est l'évolution du foot moderne. Elle va dans ce sens. Pourquoi? Parce que le foot moderne dépasse les 90 minutes. Quand tu regardes du sport aux États-Unis, le meilleur exemple étant le Super Bowl. Le Super Bowl, il commence 4 heures avant. Ok, la mi-temps est devenue, comme tout le monde le sait, un show-off de fou furieux. C'est même l'information qu'on veut connaître avant même de savoir qui sont les finalistes du Super Bowl. C'est qui va chanter à la mi-temps du Super Bowl. C'est vrai. Tu es d'accord? Ouais. Je pense que le foot doit tendre aussi vers ça. Parce qu'on paye un ticket et qu'on va dans une enceinte où nos enfants doivent se dire « Waouh, 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 où est-ce que je suis? Papa, c'est quoi ça? C'est quoi ça ?»
Je ne te parle pas, attention, hein, attention, je ne parle pas de consommation. Attention, là sont les nuances. Ouais. Bien évidemment qu'on n'est pas idiot et qu'il y a de la consommation, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on offre. D'accord ? Quand je vais aujourd'hui à la Juventus voir un match de Ligue des Champions, le show laser, musique, ambiance avant le match, c'est waouh, je suis content d'être arrivé une demi-heure à l'avance parce qu'au moins, nom de Dieu, je passe un bon moment Ouais, c'est vrai. et ça me fait du bien. Et je crois que c'est ça aujourd'hui. Voilà, il y a trop de choses sombres, Colin, qui font que il faut arriver à prendre un peu de recul par rapport à si on joue avec 18 bus devant les buts ou avec 4 attaquants, 5 attaquants. Bien évidemment que ça fait partie du jeu, bien évidemment. Mais moi, j'aime bien tout ce qui se passe, quoi. Tout ce Ouais, qui se passe. ça faire ça. J'ai une anecdote, avant un dernier jeu pour terminer, j'ai une anecdote que j'aimerais que tu me racontes. J'ai pu, en creusant, tomber sur une anecdote qui commence mal, c'est que tu as eu un accident de voiture très grave il y a quelques années, quand tu étais encore chez Canal, si je ne dis pas de bêtises. 2005. Euh, tu as été dans un état de santé très, très compliqué, il y a eu un coma artificiel, il y a eu plein de complications. Heureusement, ça s'est bien fini, mais ça t'a permis de connaître la gentillesse et la bienveillance d'un joueur hyper connu qu'on appelle Zinedine Zidane. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir sur YouTube. Ayez honte et allez voir sur YouTube. Mais ça t'a permis de rencontrer ce joueur-là, cette personne-là, c'est surtout cette personne-là dans différentes circonstances que le football. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui s'est passé, votre échange, au moment où il t'a vu après cet accident? Donc, cet accident intervient en 2005. J'étais Mhm. alors, moi, l'un des responsables du football espagnol sur Canal. Donc, j'avais la chance de pouvoir être sur place 1 à 2 fois par semaine pour suivre le Real et le Barça. Dans des années où, tu l'auras donc compris, c'est l'année des Galactiques au Real Madrid, qui, pour tout amoureux du ballon, voit réunis sur une même pelouse les Beckham, Zizou, Raoul, Ronaldo, Figo, Roberto Carlos et consorts, Mhm. c'est absolument fantastique. Euh, et donc, à chaque fin de match, j'allais porter le micro notamment à Zizou, aux Français, avec Claude Makélélé, tous les francophones qui étaient là, pour Canal. Et j'ai cet accident. Et la famille, je parle de famille. Zidane avait eu des attentions très délicates à mon encontre. Euh, Pas seulement pour moi, mais aussi pour les miens. J'ai été très marqué par cela et d'autres personnalités du football français. Et je fais une toute petite parenthèse sur un homme qui est parfois décrié, ballotté et autres, mais Jean-Michel Aulas Mhm. m'a envoyé un courrier manuscrit à ce moment-là que j'ai décacheté et découvert ensuite, parce que je n'ai pas pu le faire tout de suite. Ouais, Euh, voilà, je me suis dit, OK, chapeau. classe. Mhm. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai toujours ce qu'il m'a offert. Là aussi pour l'anecdote, il m'a offert le blason, tu sais, le blason de match que s'échangent les présidents dans le fameux déjeuner. Et il avait affronté le Real Madrid en Ligue des Champions. Et le président Florentino Pérez lui avait échangé le fanion Lyon-Real Madrid. Et je l'ai. Waouh. J'ai le blason qu'avait donc reçu Jean-Michel Aulas de ce match. Et c'est ce qu'il m'a mis avec ce courrier. Beau cadeau, hein. Euh, Ça, il y a peu de gens qui le savent, tu vois. Ah ouais, merci pour l'anecdote et très beau cadeau parce que franchement, pour le coup, on l'a pas tous les jours celui-là. Très beau cadeau. Et donc, pour revenir à Zinedine Zidane, je sors de ce coma, de cette période de convalescence, et puis et je reviens sur les terrains plusieurs semaines après, et c'est le moment où lui décide de mettre un terme à sa carrière. Hmm. Son émotion, elle est très personnelle, très individuelle, très introvertie, comme son caractère. L'un de ses derniers matchs, il joue sur la pelouse de Séville. Je suis sur place. Imagine la cohue dans la zone presse
au sortir des joueurs. À ce moment-là, le stade de Séville était encore à la vieille époque, où tout le monde était amassé, il n'y avait pas de rang, de tempo, tout le monde était là avec les micros tendus à l'ancienne. Et il a fait un petit truc qui peut paraître pas grand-chose, mais qui prend tellement de force chez moi, c'est que tout d'un coup, il m'a vu, il savait que moi, on se voyait toutes les semaines pour les… Il m'a vu, il avait été au fait de tout ça, puisqu'il y avait eu cet échange à distance, en tout cas ce manifeste que sa famille avait eu me concernant. Et il m'a fait signe, je me suis avancé vers lui, j'ai fendu la foule, et je pensais qu'il me faisait signe de lui tendre le micro, de venir vers lui pour qu'on puisse avoir l'une de ses premières réactions. Je tends le micro, avec sa main, il a abaissé le micro, et il m'a demandé comment tu vas. Oh. Juste ça, Colin. Ouais. Ok. Il est dans une émotion où il sort du match, l'énergie du match, il est assailli par une foule, il vit ses derniers instants. Il s'intéresse à l'autre. Ouais. À l'autre. Il me demande comment tu vas. Ok, ça va. On remonte le micro et on enchaîne. Ça, c'est une marque qui me dit que voilà, ce bonhomme est un bonhomme qui mérite d'être suivi et qui est un lead. Je la connaissais, c'est dingue, hein. C'est que je la connaissais cette anecdote, parce que encore une fois, j'ai préparé l'émission. Mais de l'entendre, ça, faut que je reparte, tu vois. Ça m'a coupé les pattes, mais c'est pas grave. Merci, parce qu'elle est précieuse, cette anecdote, tu as raison. D'autant que, tout autant que celle de Jean-Michel Aulas, tu as raison de le dire, est souvent décrié pour sa froideur parfois, ses propos un peu provocateurs parfois, mais c'est vrai que j'ai souvent ce retour que c'est une personne très classe. Très classe. En dehors des micros, surtout. Bon, on termine par un petit jeu qui s'appelle l'Interview the Best, qui est un classique chez Call Interview et chez Omago quand on reçoit des invités de marque. Tac au tac, comme les footeux, on met du rythme. Tu me réponds avec la première réponse qui vient à l'esprit. D'accord? À tes risques et périls. Tu me donnes un Dis-moi. joker? Est-ce que j'ai un joker ou pas? Ouais, tu as un joker. Un Tu n'en joker. as qu'un, alors il est Okay. précieux. Le meilleur souvenir en tant que journaliste? Finale Coupe du Monde 2010 sur le continent africain. Je suis né en Afrique. C'était la première Coupe du Monde en Afrique, avec en plus la victoire de l'Espagne, ayant la double nationalité, avec en plus le but inscrit par Iniesta, qui est l'un des, pour moi, plus grands joueurs, que ce soit au plan footballistique qu'humain. Tout était réuni pour moi dans un condensé sur un même match, et en plus, à la radio, qui est un média fantastique. J'étais alors sur les couleurs d'Europe 1. Et c'est du tac au tac, mais c'est très précis et c'est parfait. Parfait. Le joueur qui t'a le plus impressionné au cours d'un match? Je peux en dire deux? Ah, bah ça, c'est ton joker si tu m'en dis deux. Alors, il s'appelle Zinedine Ronaldo. C'est vrai, ces deux-là, sérieusement, c'est sûr qu'ils t'ont le plus impressionné sur un terrain, c'est pas que le nom. Non, c'est pas que le nom. C'est pas que le nom. La puissance de Ronaldo, si j'avais été plus loin, je t'aurais mis Ronaldinho parce que Ouais, pour moi, up. ouais. Mais Ronaldo est un effet de puissance sur une pelouse que moi, je pense n'avoir jamais vu. Zizou, c'est cette notion d'élégance, d'anticipation et de vista exceptionnelle. Et Ronaldinho, parce que c'est cette notion d'entertainment, de spectacle qu'on a envie de voir. Merci. Quand on voit Ronaldinho, on dit merci. Le consultant le plus drôle avec qui tu as travaillé? Je crois, sans conteste, Ludo Giuli. Parce que c'est un zébulon. Ouais. C'est une très grande connaissance du football, Mhm. ce qui aujourd'hui lui vaut d'avoir tous les diplômes d'entraîneur et je lui souhaite le meilleur. Il est aujourd'hui numéro 2 derrière Peter Bose à Lyon. Je lui souhaite le meilleur. Et c'est un gars qui sait ce que c'est que vivre. Vivre. Et vivre, c'est aussi profiter des gens, faire place, moi qui aime le direct et qui fait que du direct, faire de voir un gars qui tout d'un coup va pas me prévenir et va aller faire de l'imprévu, va aller me chercher à l'Euro 2016 sur le bord de la pelouse parce qu'il est à 10 mètres de lui, prendre la crinière de Carles Puyol et me l'amener avec moi sur le plateau. Parce qu'il est comme ça, Ludo. Ouais. Et parce que c'est un mec qui aime la vie et qui aime les gens. Et cet imprévu et cette richesse fait que
je me lasserai, je crois, jamais euh, de lui. J'ai eu la chance de l'interviewer dans cette émission et je peux te confirmer, c'est vrai, il aime les gens. Il aime les gens. Le joueur qui t'a le plus impressionné lors d'une interview. Les gens m'interpellent souvent sur ce sujet d'interview avec Samuel Eto'o, Ouais, à qui on a mis la pièce dans le jukebox et bam, c'était parti pendant 2 heures et on s'est régalé. Les larmes de Mamadou Sakho, aussi. euh, qui, a- qui est dans une émotion qui est ce que je cherche dans l'interview, c'est-à-dire de comprendre qui est en face de moi, et à la fois dans ses biens et dans ses fêlures. Et il en est un symbole fort. Ah, C'est dur, hein? Je sais que c'est dur. Tu sais quoi? Je te laisse dans un coin de la tête, on y revient. ouais. La plus grosse boulette vécue à l'antenne. Oh oui. Elle peut paraître, elle peut paraître anodine, mais mes premiers plateaux de télévision, Thierry Gilardi, dont je saluerai éternellement la mémoire, qui était pour moi un mentor et une référence dans ce que doit être pour moi le journalisme aujourd'hui en France. Et je faisais les buts espagnols dans l'équipe du dimanche. Tu vas voir que c'est rien du tout pourtant, hein, dans l'équipe du dimanche. Et on était en direct. C'est-à-dire que l'émission avait cette faculté à ce moment-là de faire que les matchs venaient de se terminer. On travaillait sur des appareils qui montaient en même temps. On écrivait en même temps qu'on voyait le match. Bam, 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 bam. Thierry nous lançait, on avait l'oreillette, on était dans une petite salle. On appuyait avec l'opérateur sur le petit montage qu'on voulait faire et on était en direct. On faisait les buts en direct comme ça, à la volée. Une école formidable. Et là, j'ai fait j'ai fourché sur le plan du français, et ça, moi, je déteste. J'ai dit 8 équipes. Tu vois que ça paraît grotesque. 8 équipes. Ouais, Et Thierry, à la fin du sujet, l'avait retenu. Et ouais. en direct, sans me taxer de quoi que ce soit. Effectivement, je ne sais plus comment il reprend. Effectivement, Alexandre, 8 équipes. 8. Il rappuie sur le 8 équipes. Et là, je me dis, aïe, 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 je ne voulais plus sortir de cette salle. Je pense que si j'avais eu un duvet, je dormais dans cette salle. C'est marrant, tu vois, ce n'est qu'une petite, mais je suis tellement attaché, moi, à cette langue qui est fabuleuse Ouais. et à sa richesse, Mm. qui m'écorche parfois. Et moi qui suis papa de 2 petites filles qui sont dans ces âges d'apprentissage, l'apprentissage grammatical et autres, euh, je me rappellerai, hein, parce que j'étais jeune dans ce métier-là, tu vois, c'est une petite anecdote, mais qui me marque toujours. Le plus beau moment de foot que tu as commenté. Je te l'ai évoqué. Ouais, tu l'as déjà évoqué. Finale de la Coupe du Monde 2010. Franchement, tu as une finale de Coupe du Monde. Espagne-Pays-Bas. Les Pays-Bas avec Snyder, Robben, une équipe de fous furieux, Van Persie, Van Bommel qui était à ce moment-là énorme dans le muscle avec des taquets de partout. 2 occasions folles pour les Pays-Bas avec Robben face à face sur Casillas où on dit que ça va basculer. Toi, tu es en train de commenter. Toi, tu as le cœur qui bat Spanish et tu vas commenter le but des Pays-Bas et tu vas donner le même enthousiasme parce que tu commandes pour tous. Et tu vois Iker l'arrêter 1 fois, 2 fois, et après ça part à droite, à gauche. Et puis tout d'un coup, tu vois cette action se dérouler. Iniesta frappé, et tu la vois venir, tu vois cette volée, paf, et tu le vois enlever ce t-shirt, porter cet hommage à son ancien copain décédé, le joueur de l'Espagnol Barcelone, Dani Yarque. Il a pensé aux autres. Il n'a Ouais, pas c'est beau. pensé à lui d'abord, il a pensé aux autres. Ouais. Et il est libéré, et ça finit comme ça. Voilà, sur le continent africain, moi qui suis né au Maroc, qui suis de double nationalité espagnole, il y a eu tout un mélange là, tu vois. Et, et tout ça combiné, waouh, c'est une énergie pour moi qui était fabuleuse. J'en ai vécu plein des super moments. Vraiment, des finales de Ligue des Champions, des finales de Coupe d'Europe, des matchs de Ligue 2 incroyables. Mais ça, je crois qu'une finale de Mm. Coupe du Monde, et voir euh, un des 2, 3 pays de cœur avec la France, l'Espagne et le Maroc, pour moi, remporter cette Coupe du Monde de la sorte, je crois vraiment très sincèrement que c'est ce qui m'a le plus marqué. La plus belle rencontre dans ton métier. Alors attention, je vais conditionner parce qu'il y a eu la question sur les interviews. La plus belle rencontre dans ton métier, je parle de collègues, je parle de en interne,
pas d'interview, pas de match à commenter en interne. Écoute, j'ai une personne qui me suit dans ma vie professionnelle et une personne on s'épaule mutuellement, qui est une personne remarquable, qui est Aurore Thibault, qui est à mes côtés aujourd'hui sur Free Ligue 1 dans le Risk Club, et qui est une personne géniale, qui est un petit bout de femme, hébroïcienne, donc Évreux, pour ceux qui n'auraient pas cerné le terme d'hébroïcien, qui est un terme un peu barbare. Moi qui ai grandi également à Évreux, on s'était raccroché de la sorte quand elle était, en stage à Canal et que moi j'étais déjà à la rédaction. Elle était rentrée en stage à Canal. Elle travaillait notamment pour Philippe Guillard, la Guille, à Canal. Et puis ensuite, voilà, on s'est liés d'amitié. Elle est passée par des étapes de vie pas simples, qui lui appartiennent. J'ai été à ce moment-là de soutien pour elle. Elle l'a été pour moi à de bons nombres de moments. Et puis avec ça, non pas au-dessus mais en dessous, mais avec ça, elle est une professionnelle remarquable. Je le dis très sincèrement, remarquable, qui parfois a eu des bâtons dans les roues, parce qu'on estimait que malheureusement, et c'est un peu la société actuelle, on estime que pour certains, on n'a pas le physique pour, ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas quelle chose tordue, si tu me vois entre les je vois où tu veux en venir. Sauf qu'on ne prend pas le temps d'aller regarder ce qu'il y a derrière, ou ce qui est rendu à l'antenne, ou la force de travail qui est offerte. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Et cette personne, elle combine tout ça. C'est un être fabuleux. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour moi aujourd'hui. Et on s'est accompagné à Canal, on s'est accompagné à beIN. Elle a fait partie malheureusement d'un PSE orchestré par le groupe beIN. Et puis ensuite, quand j'ai épousé l'aventure Free Ligue 1, je lui ai dit, allez, viens, monte dans le bateau avec moi. Et puis, elle n'a pas hésité une seconde, elle est montée dans ce bateau. J'ai plein de copains dans ce métier. J'ai plein de copains. Philippe Genin, je t'ai parlé des consultants, je t'ai parlé de Ludo Giuli, de Robert Pires, de Julian Palmieri aujourd'hui, de Rio Mavuba, de ses copains, Alexandre Bompard, patron des sports de Canal, qui m'a offert cette chance de jour de foot pour ensuite m'amener avec lui à Europe 1. Qui m'a permis de m'accomplir en radio, d'étoffer mon tissu social, d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, avec mon épouse, mes enfants, avec tout ça. Tout est construction parce qu'on se rencontre. Charles Bietri, qui était quand j'étais à Canal, et qui ensuite, du coup, on se retrouve à Europe quand j'étais sur cette fameuse Coupe du Monde 2010. Lui était à Paris, en plateau. Et puis, ça a rematché. Et puis, quand il épouse l'aventure beIN, il m'appelle, il me dit « Alex, ça t'intéresse de lancer l'aventure avec moi ?» Je dis « En avant, Charles, on y va ?» C'est ça l'aventure. L'aventure, c'est une aventure humaine. Donc, elle est balisée de plein de rencontres. Stéphane Beignet, qui est une voix d'Europe 1 et qui est un super copain. Voilà, c'est toutes ces personnes-là qui font qu'on est riche. Moi, je suis riche de ça. La dernière question qui restait sur le côté, c'était le joueur qui t'a le plus impressionné en interview. Est-ce que tu as trouvé une réponse? Est-ce que tu te rends compte que je n'ai pas lâché mon joker? Ah là 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 là. Oh là il est là fort, là. il est fort. Là, soit je suis là, soit je suis très propre et je fais joker. Non, c'est bien, c'est le jeu, t'as raison. Profites-en, utilise-le ton joker. En tout cas, je te remercie. Avec plaisir, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Les autres, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités exceptionnels et je vous promets, ils seront exceptionnels. Et on continue de s'abonner, de soutenir le projet Call Interview parce que j'ai besoin de vous. Et c'est comme ça qu'on continue de kiffer le foot ensemble. Allez, ciao.